Bonjour à tous, moi c'est Thomas de Infoscope. Dans le cadre de notre documentaire, on interroge Johan, un viticulteur de la région de Chalonne, que je vais laisser présenter plus en détail et qui va nous parler de ce lieu qu'est l'étable et de son travail en tant que viticulteur. Alors oui, donc Johan, viticulteur. L'étable, c'est un marché paysan qu'on a monté début mai, dans lequel on propose légumes, pizza et foisse, dans un four à pain derrière, hein, c'est un ami qui fait ça. Du miel également, on est en attente d'autres produits, et moi je sers mon vin. Ok, Voilà. très bien. Et c'est Tous les vendredis soirs. tous les vendredis soirs, très bien. C'est ouvert au public? Oui, c'est ouvert à Ok. tous. Très bien. Alors, on essaiera de vous laisser l'adresse. Du coup, on a quelques questions à te poser, notamment par rapport à ton travail de viticulteur. Et aujourd'hui, on est le 30 juillet et c'est un des jours les plus chauds qu'on a eu cette année, même le jour le plus chaud qu'on a eu pour l'instant. Est-ce que ça impacte ton activité au quotidien ou pas du tout? Au quotidien, c'est sûr qu'on est obligé de modifier un peu nos horaires de travail. Ouais. Là, je suis sorti des vignes, il était à peine 11 heures, hier pareil. J'ai du travail en cave, je peux bosser au frais, ça me va bien. Le coup de chaud, là, aujourd'hui, c'est un peu un allié. Là. On a été pas mal bastonné par le mildiou cette année, et du coup, la chaleur va calmer un peu les choses. Le mildiou, pour rappel, c'est le champignon qui se développe dans les vignes, c'est ça? Très bien. Pour parler plus de l'actualité politique, parce que c'est le cadre de notre reportage, comment tu as vécu la séquence politique de ces dernières semaines avec la dissolution, les législatives anticipées? Est-ce que toi, ça t'a Assez mal. impacté? Ouais, Assez mal. Est-ce que ça m'a impacté? Non. Aujourd'hui, ça ne m'a pas impacté. Et puis je ne sais pas si ça m'impactera un jour, mais je suis quand même la politique. Et forcément, ça pose question, quoi. Ça pose question. Après, le président aime la mise en scène. Et du coup, le soir des résultats des européennes, j'ai annoncé qu'il allait dissoudre. Et puis, il l'a fait 2 jours après. Ou le lendemain. Ouais. Voilà. Il a besoin de se repasser au centre du jeu, quoi. Oui, le théâtre, voilà, c'est ça. Ce que ça amène. Jupiter en action. Et du coup, ça te pose des questions. Est-ce que tu veux bien pour nous développer un petit peu ces questions par rapport à l'extrême droite, par exemple, par rapport au brouhaha médiatique qui s'en est suivi? Qu'est-ce qui te pose le plus questions si tu devais... Je sais pas si je me pose plus de questions suite à la dissolution. Ça a réveillé des craintes, quoi. Ok. Ça a réveillé des craintes. Voir l'extrême droite arriver au pouvoir, ouais, c'est assez flippant. Mais vu la stratégie de nos politiciens, de toute façon, ça arrivera. Ça arrivera. Inquiet mais pas étonné, quoi. Inquiet mais pas étonné. Et puis de toute façon, on s'amuse à boxer toujours plus haut, plus fort, et c'est ce qui a découlé de la dissolution, en fait. J'ai l'impression qu'on tire aucune leçon, quoi. Ils sont en train de construire marche par marche l'ascension au pouvoir du Rassemblement national. Une stagnation politique où rien ne change. Stagnation, médiocrité, je dirais. Est-ce que tu as pris le temps de regarder Macron mardi, ou est-ce que tu as vu des extraits sur les réseaux? Non, pas cette fois. Pas cette fois? J'ai écouté, mais pas tout le discours, quoi. Ouais. Je me suis fait des bribes. Ouais. Les brides t'ont suffi? Oh oui, ça m'a suffi. Il est dans un déni total, quoi. Certains emploient beaucoup le terme de déni de démocratie. Est-ce que tu qualifierais ça Si c'est un déni de démocratie, on n'est plus en démocratie depuis bien longtemps. Parce que c'est le jeu de beaucoup de politiciens. Ouais. Ils le maîtrisent certainement mieux que les autres. On a une question qui te concerne, qu'on pose à tous nos interviewés jusqu'à maintenant, depuis le début de reportage, parce qu'il y a un décret qui a été lancé quelques jours après la dissolution et après la démission du gouvernement par décret, par rapport au jour d'obligation de repos hebdomadaire pour les vendanges. Est-ce que toi t'es concerné? Pas du tout. J'ai pas suivi, ça consiste en... Alors en gros, ils ont par décret, ils ont pris la décision qu'il n'y avait plus d'obligation d'attribuer des jours de repos hebdomadaires
aux saisonniers qui vont faire les vendanges. Ok. C'est-à-dire qu'un saisonnier qui va faire les vendanges, il peut travailler pendant 7 jours d'affilée, ça ne pose plus de problème au niveau de la loi. Alors, je sais pas comment c'était possible avant, mais c'est le cas depuis, en Champagne, c'est le cas depuis des décennies. Ok. Ça- C'était illégal du coup. Ouais, ok. Avant. Et en Champagne, c'est le cas depuis des décennies. Parce que nous, on a le cas de la Marne, parce que ça a été poussé par beaucoup de viticulteurs Ouais, de la ouais. Marne. Et on sait qu'il y a eu 4 décès Mm. dans la Marne, des saisonniers qui sont venus faire les vendanges en fait, avec les chaleurs, et ils ont malheureusement pas survécu. Ouais, ouais. Mais après, enfin, ça c'est pratique courante et je sais pas si ce décret va réellement changer quelque chose par le fait de le médiatiser, mais ça a toujours été pratiqué sous contrat. Ok. Ce que j'en pense, c'est qu'il y a une manière dans tous les cas de traiter les gens, quoi. Enfin, moi j'ai des employés qui se sont retrouvés à bosser pour moi 7 sur 7 de manière totalement illégale pour filer un coup de main parce qu'ils voulaient être là. Mais il y a une façon de recevoir les gens. Par exemple, une journée comme aujourd'hui, moi j'ai vu des gens dans les vignes, jamais j'enverrais mes salariés dans les vignes par un temps pareil. Ouais. Et moi j'y étais, à 11h je suis sorti. Moi clairement, je pose pas de questions, c'est off. Ou alors je leur trouve des bricoles à faire à la cave, aux frais, mais s'ils veulent prendre ma journée, ils la prennent. Ouais. Aujourd'hui j'ai plus de Une autre salariés. forme d'organisation du travail plutôt Bah que... ouais, un minimum de bon sens quoi. Ça nous paraît aussi, à nous aussi évident. Après les lois sont pondues par des gens, enfin moi je les invite à venir faire les vendanges. Je sais pas comment ce décret a été arrêté, mais j'invite tous nos politiciens à venir faire un an de saison dans la restauration, dans l'agriculture, qu'ils aient matière pour traiter ces sujets, quoi. Ouais. Parce qu'ils sont totalement hors sol. Ouais, c'est déconnecté. Complètement. Des bureaucrates qui prennent ces décisions-là. Et j'ai une question, mais je l'ai mangée. Pour rebondir, je ne sais plus. On va continuer le fil. Est-ce que tu étais parmi les agriculteurs mobilisés en janvier 2024? Non. Non. Est-ce que tu veux nous parler de cette non-mobilisation? Parce que c'est parce que tu avais des freins dans l'organisation du mouvement, que tu ne partageais pas des idées Mais en fait, T'avais pas le temps, peut-être que le ça- mouvement a été tellement vite repris par la FNSEA que ça m'intéresse. Perte d'intérêt. Voilà, enfin, Oui. on voit le mur arriver depuis très longtemps et pourtant la FNSEA reste le syndicat majoritaire. Ouais. Une fois de plus, ils ont repris les choses en main pour rediscuter des textes sur lesquels il n'y avait pas de débat. En tout cas, c'était pas le sujet des agriculteurs. Ouais. C'est plutôt Et, la rémunération que le glyphosate. Moi, c'est un peu loin aussi, mais c'est ce qui me semblait. Bah oui, c'est Et ça. la dissonance avec le FNSEA, c'était ça. C'était que C'est ça. ils ont acté des choses sur le glyphosate, sur l'agriculture intensive, qui n'étaient pas forcément le mot d'ordre. Et à côté de ça, ils poussent en parallèle pour des accords de libre-échange. Enfin, je veux dire, c'est complètement... On marche sur la tête, quoi. Ouais, en disant qu'il faut consommer français, mais comment on peut consommer français si on produit tout à l'étranger? C'est ça, après, enfin voilà, aujourd'hui le président de la FNSEA, il a des intérêts dans tellement de branches de l'agroalimentaire. Plus de la transformation au final que de l'agriculture. Voilà, quoi, il prêche pour sa paroisse, mais c'est pas un agriculteur. Un lobbyiste. Un lobbyiste et un voleur. Enfin, ils volent les aides européennes. Enfin, c'est du racket, quoi, aujourd'hui. Moi, j'attends. J'ai touché mon dernier versement de Pâques 2023. Je pensais que c'était un paiement anticipé. Ouais. Et non, en fait, c'est qu'il y avait des reliquats qui se baladaient de l'année dernière. Ils sont censés nous payer en octobre. Ok. Et là, tu l'as reçu là, maintenant? Oui, il restait, mais c'était pas grand-chose. Ouais, quasiment 7-8 mois après? Ouais. 8 mois de retard. Ouais, pour des agriculteurs, je sais pas quelle est ta situation économique, mais... Bah, pour moi, c'est vraiment compliqué, mais c'est pas la PAC qui va changer grand-chose. Ouais. Pour quelqu'un comme ça, c'est des milliers et des milliers et des milliers d'euros, alors qu'il a l'air insolide, quoi. Ouais, bah oui.
il n'en a pas besoin. Il a un montage qui est juste hallucinant. Enfin, pour en parler rapidement, on a des aides sur les premiers hectares. Ouais. Du coup, on peut y prétendre à partir d'un certain nombre d'hectares. Donc en fait, il a monté 4 fermes sous une holding. Donc il touche 4 fois, il perçoit 4 fois les aides aux premiers hectares. Oui. On pourrait rentrer dans le débat un peu plus loin, mais son montage est vraiment hyper technique, c'est verrouillé. Et oui, donc c'est une raquette, quoi. Ouais. Oui, quand il faut avoir un diplôme dans la finance pour monter des fermes, ça commence à devenir important. Ah bah de toute façon, il est accompagné, hein, c'est pas lui qui monte les dossiers. Hein. Pour en arriver à ce stade-là, il y a plusieurs juristes qui planchent dessus, quoi. Je profite que tu me parles des holdings pour rebondir sur un sujet bien plus ancien, mais sur les méga-bassines. Il y a eu des polémiques parce que des gens ont été interviewés à la télé, et c'est des gens qui se sont montrés en pleurs à la télé. C'est des gens qui possèdent des holdings avec, je crois qu'ils ont un capital avec bien sûr tous les outils agricoles et tout ça, mais de plus d'1,5 million. Qu'est-ce que ça évoque pour toi avec des milliers d'hectares? Est-ce que pour toi ça t'évoque une ferme en difficulté? Je m'apprête à verser une larme. Est-ce qu'on peut pointer le sarcasme des propos que moi je sens parce que je suis en face de toi? Mais ouais, on est d'accord. On est d'accord, oui. Que c'est un peu de la malhonnêteté de penser que les gens vont... À l'heure des méga-bassines, il y a quelque chose qui me choque dans ce village. Dans ce village, il y a un trou d'eau qui fait jusqu'à 70 mètres de profondeur sur 3 hectares. Ouais. Une ancienne carrière, je m'étais amusé à calculer le cubage. Il y a un ancien adjoint au maire qui, fin des années 80, début 90, a fait classer cette réserve comme réserve d'eau potable pour Chalonnes-sur-Loire. Ok, c'est des carrières, c'est ça? Ouais, je m'étais amusé à calculer le cubage et puis j'ai fait pas mal de pisciculture, à estimer le tonnage de poissons qu'il pouvait y avoir dans ce trou d'eau. Et ce trou d'eau a été racheté par une carrière, Terralnon, pour tous leurs déchets, en fait, tout ce qu'ils ne peuvent pas valoriser. Donc ils rebouchent le trou. Donc on va creuser des bassines en pompant dans les mêmes phréatiques, et puis il y a un trou qui a mis des décennies et des décennies à se remplir avec l'eau de la pluie, qui est une réserve d'eau potable pour toute une commune de 7000 habitants, on le rebouche. Ça, c'est les aberrations qu'on peut voir, comme tu disais tout à l'heure, sur les décisions bureaucratiques qui peuvent être prises des fois en haut lieu, et puis être totalement déconnectées des réalités de terrain. J'arrive pas à déchiffrer la dernière ligne. Si Alors, tu peux je m'aider. pense. C'est par rapport à l'Assemblée. C'est ça, ouais. Il y a effectivement. Suite. Qu'est-ce que vous attendez de l'Assemblée? Qui a été. Avec moi, il y a Non, c'est pas punk, c'est gouvernement. Gouvernement, c'est le dernier mot. GVMT. Ah, ok. Donc, Johan, qu'est-ce que l'univers politique te fait attendre pour les prochaines semaines, prochains mois, même pour l'année? Alors, pour les prochaines semaines, j'attends pas grand-chose de l'Assemblée, étant donné que les pions sont en vacances. Donc ça doit être un sacré foutoir. À la rentrée, il va falloir des surveillants solides pour les tenir, quoi. Et mettre quelques heures de colle, parce que... Non, mais c'est un scandale, je sais pas, ça m'arrive de temps en temps de regarder un peu l'Assemblée. C'est une cour d'école. C'est une cour d'école, ouais. Ah oui. Ouais, ça fait un peu froid dans le dos, et puis là, du coup, avec 3 blocs distincts, aucun majoritaire. Ça t'inquiète, du coup? Oui, c'est inquiétant, parce que... Est-ce que c'est plus la dynamique de chacun des blocs qui serait pas plus inquiétant que le fait qu'il y ait 3 blocs? Parce que, historiquement, la Ve République a déjà été gouvernée par des blocs séparés comme ça, qui ont su faire... alors, des fois, on parle de gouvernement technique, des accords entre gauche et droite pour avancer quand même malgré ces gouvernements-là. Est-ce que là, c'est pas plutôt que ça a l'air tellement polarisé qu'on a l'impression qu'il n'y aura jamais de réconciliation possible
entre les blocs, et il y a même des réconciliations que je parle pour moi personnellement, j'ai pas tellement envie de voir un bloc entre Macron et RN, tu vois. Mais en même temps, est-ce que j'ai envie de voir un bloc entre la gauche et Macron? Je pense que pour avoir une pseudo-politique à gauche, ce serait le seul. Je crois que quand le NFP a proposé par exemple un nom comme Toubiana, bon, c'est pas la politique que j'ai envie de voir, mais j'y voyais l'occasion d'éclater la Macronie, de faire revenir les gens du PS à gauche, qui ils sont quand même pas mal à penser que la Macronie a été trop loin, notamment sur la politique migratoire, Oui, de jouer sur la division. Jouer sur la division comme il a su le faire en fait. À un moment, il faut jouer avec ses armes, quoi. Faut jouer avec ses armes et puis du coup, ok, on va jouer à ça. Et je pense que ça aurait été pas mal, ou de proposer un pont du PS pour aller récupérer tous les anciens du PS et recréer la gauche. Recréer la gauche, mais en fait, à part les écologistes et le PC, les filles et le PS font que se tirer dans les pattes, parce qu'on voit bien qu'en fait c'est des gens avides de pouvoir, quoi, fondamentalement, en dehors de leurs idées, sur lesquelles on peut être d'accord plus ou moins sur 2-3 sujets, mais pour moi c'est une pseudo-gauche, quoi. Ça n'a rien à voir avec... pour moi la gauche elle est morte avec le gouvernement Rocard, quoi. Si, Jospin fait 2-3 choses, hein, mais il n'y a plus de politique de gauche depuis bien longtemps, et le programme de gauche aujourd'hui, même si on réunit toutes les idées jusqu'à LFI, c'est une gauche molle, quoi. En tout cas, c'est pas la politique dont on a besoin aujourd'hui. On a besoin d'une scission, et pourtant, je serais prêt à voter pour un nom tel que, c'est pas à nous d'élire un Premier ministre, mais comme Toubiana, qui est clairement plus centre, pour aller rallier tous ceux qui sont perdus dans la Macronie. Et qui ont encore des bribes à gauche. Des bribes de morale. Ouais. Et d'éthique. Du coup, tu penses quoi de Lucie Castet? Ce que je pense de Lucie Castet, moi je la trouve très très bien sous plein d'aspects. Mais je pense que c'est encore une personnalité qui va trop cliver. Parce que... elle fédère à gauche. Elle fédère à gauche. Après, il y a pas mal de sujets sur lesquels elle est vraiment marquée LFI. Et pas que ça me dérange, mais ça l'empêchera d'aboutir. Ouais. C'est aujourd'hui la personne qui serait la mieux placée pour porter mes idées. Mais je pense que ça n'a aucune chance d'aboutir. Il faut une personne beaucoup plus consensuelle. Et c'est dommage. Oui, c'est malheureux. C'est malheureux. Donc tu ne crois pas tant à l'application d'un programme de rupture, mais plutôt à quelque chose dans le compromis. Est-ce qu'on parlait de la peur de l'extrême droite tout à l'heure, rapidement on a évoqué le sujet, est-ce que cette épée de Damoclès qui plane un peu au-dessus de la tête de tout le monde en ce moment, est-ce que c'est un facteur dans l'orientation de tu es prêt à faire des compromis parce que tout met pas l'extrême droite, quoi. C'est ça, tout met pas l'extrême droite, et puis de toute façon, comme je disais tout à l'heure, le programme du NFP, c'est le programme d'une gauche molle, à mon sens. Donc en fait, déjà pour moi, ça représente des concessions. Donc je préfère en faire un peu plus et voir quelque chose aboutir. Que de ne rien avoir. Que de ne rien avoir. Et du coup, un programme de rupture, ouais, clairement je suis pour 2027. Mais personne n'est prêt à ça pour l'instant. Ni la population, ni nos politiciens. Oui. Le NFP est pas prêt. Enfin, on voit comment ils sont pu se rentrer dedans pour sortir un nom. Là, ils ont eu un mois avant les élections pour s'y préparer. Et il leur a fallu combien de temps après pour se mettre d'accord. Donc non, clairement, le programme de rupture, ils sont pas prêts à mettre en place. Donc si on doit faire des concessions, patientons, essayons de rallier un maximum. Et je pense que c'était vraiment l'occasion à saisir pour exploser la Macronie. Et pour moi, c'était la bonne stratégie.
pour avoir une gauche qui redevienne majoritaire ou au point où était la Macronie avec 260 sièges par exemple. Et là du coup on pouvait batailler. On pouvait arriver en 2027 et batailler. Là... T'as l'impression... est-ce que tu... Alors, je traduis ce que je comprends de tes propos, mais tu peux m'arrêter si je me trompe. Est-ce que tu as l'impression que, au final, la gauche, avec le NFP, avec les turpitudes du pouvoir et leur histoire de guerre interne, ils n'auraient pas un peu grillé leurs cartouches? Oui, je pense en quelque sorte. Après, il n'est jamais trop tard pour se récupérer, mais en fait, là, ils ont tout mis dans les mains de Macron. Ils lui ont laissé les clés. Et du coup, Macron est doué, en fait. Il peut accepter Lucie Casselet pour que le gouvernement se fasse censurer. Ouais. Il va jouer le jeu jusqu'au bout, pour exploser la gauche, pour laisser la place au centre. Mais est-ce que le centre se fera pas censurer aussi d'office? Non. Et il va rallier les derniers du PS qui savent pas, parce qu'ils sont tous avides de pouvoir en fait. Dès qu'il y a une porte qui s'ouvre, ils s'engouffrent dedans. Oui, je peux pas te contredire. Et donc en fait, là, plutôt que de rallier les anciens PS qui sont à la Macronie, l'inverse peut se passer. Oui, qu'il y a un effet d'aspiration et que le PS... Si le NFP, enfin Macron, il peut positionner Castet, le gouvernement censuré dans les 15 jours, et le gouvernement, enfin le président reprend un peu des épaules en ralliant les LR. Et alors là, il peut refaire venir des gens du PS comme il l'a déjà fait. En fait, à un moment, il faut savoir jouer au jeu de son adversaire. Plutôt que de se foncer bêtement dans le mur. Le programme, rien que le programme, mais en fait le programme, il pourra pas être mené. S'il y en a 30%, ce sera déjà une victoire. Je pense que les idées sont certainement bonnes, mais c'est certainement pas des stratèges. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Vous avez d'autres questions? J'ai une dernière question, mais tu peux regarder Thomas quand tu le réponds, parce que Thomas pourra rebondir dessus peut-être, mais c'est donc l'année 2024, elle s'est commencée avec cette mobilisation paysanne. Au milieu de cette année, il y a à la fois cette incertitude politique suite aux élections législatives avec 3 blocs égaux quasiment à l'Assemblée. Et comment tu vois la fin de l'année 2024? Je pense que ça risque d'être assez mouvementé, un gros déchirement. Il y a un point qui me rassure depuis peu, là, c'est l'arrivée de Kamala Harris. J'ai un petit espoir, parce que je suis un peu plus la situation internationale que la situation française, parce que c'est un ennui. Donc ouais, l'arrivée de Kamala Harris sur la chaîne, enfin à l'échelle internationale, ouais, ça peut apaiser un peu. Plutôt que Trump. Plutôt que Trump, ouais. Parce que là, c'est clair qu'avec Trump, on relance les dés. On n'a pas beaucoup parlé de politique internationale, parce qu'il y a plein de choses à dire. Il y a l'Ukraine en ce moment, il y a la Palestine. Nous, on est plutôt ancré, on essaie de s'ancrer sur le spectre local. Bien sûr, on peut évoquer les politiques internationales, comme tu le disais, avec Kamala Harris, qui est du coup la candidate, je veux dire une bêtise, démocrate. Qui va être opposée aux élections à Trump, qui était déjà la vice-présidente de Joe Biden et qui a beaucoup milité, beaucoup fait campagne avec Biden. Déjà, il y a, je sais plus combien de temps. Il y a 4 ans. Il y a 4 ans pour la dernière élection. Donc c'est vrai que ça peut être quelque chose d'encourageant parce qu'il y a plein de choses qui sont personnifiées dans ces combats, cette candidate-là, que ce serait la première présidente des États-Unis, qu'il est peut-être temps pour nous aussi de travailler sur ce projet-là et de continuer les efforts sur la mixité dans les sphères
politique. Oui, c'est important. Mais effectivement, je te rejoins totalement sur le côté où elle arrive à faire oublier des choses un peu. L'attentat de Trump, par exemple, qui a fait beaucoup parler, avec les 5 tirs et malheureusement les décès dans la foule. Donc, et puis avec des parts d'ombre de on ne sait pas qui c'est qui a mandaté ce mec-là, parce que un coup les journaux disent que c'est un mec d'extrême droite, un coup ils disent que c'est un mec d'extrême gauche. Je pense que ça va finir comme pour Kennedy, on ne saura pas vraiment le profil du mec qui a tiré, on saura juste qu'il y a quelqu'un qui a tiré, et ça s'arrêtera là, quoi. Mais c'est vrai que ça repose des questions aussi sur leur gestion de la politique à eux, le port d'armes là-bas, comment ils s'en servent, parce qu'il y a aussi des problématiques à ce niveau-là, quoi. Je sais pas si tu... Ouais, ça, je pense que ce sera toujours un débat délicat aux États-Unis. Je pense que c'est pas prêt de changer. Ils ont légiféré un peu plus sur les armes automatiques sous la présidence Biden, mais bon, les avancées sont lentes et puis je pense que ce sera jamais totalement remis en question. Après, je reviens sur le fait mais soyez plus orientés sur la politique locale. Je pense que l'arrivée de Trump au pouvoir, ça rebalancerait les cartes d'une manière qui nous impliquerait directement et très très vite. S'il n'y a plus de soutien à l'Ukraine, il parle clairement d'une sortie de l'OTAN. Les États-Unis sortent de l'OTAN, c'est le budget de la défense en France qui double. Le budget de la défense en France qui double, on va le ressentir immédiatement. Le budget des armées, c'est le plus important déjà. Le budget des armées, il avait été divisé par 2 depuis Sarkozy. Le budget des armées est passé d'à peine 60 milliards à 29 milliards en l'espace de 10 ans. Il a été légèrement rehaussé sous le premier mandat Macron, et alors là, il a mis les bouchées doubles. Est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre? Après, moi je trouve ça con d'avoir un budget à minima comme on le faisait, ou alors on n'a pas d'armée, parce que bon, là on avait des beaux fusils, mais on n'avait pas de cartouches. Donc faut se positionner. Dans quel camp est-ce qu'on est la Suisse ou est-ce qu'on se militarise? Mais balancer 30 milliards d'euros sans savoir pourquoi, c'est un peu ridicule. Mais du coup, nécessairement, s'il y a une sortie des États-Unis de l'OTAN, où l'OTAN explose totalement, il y a peu de chances d'arriver, mais... Soit la Russie a un monopole sur l'OTAN, avec ses alliés, avec la Chine, et du coup peut faire veto sur la plupart des décisions de l'OTAN. Ça peut être... si on doit envisager les scénarios vraiment catastrophes, ça peut être ça. C'est le genre de scénario qui nous vient à l'idée, effectivement. Donc c'est pour ça que je dis qu'on sera impacté directement, et que la présidentielle américaine, il faut la suivre, je pense. Mais tu as raison de ramener ça au local, parce que ça me fait rebondir sur... Nous, on a participé à une conférence pour la paix à la Bourse du Travail Angevine, où en fait c'était plusieurs associations, des associations pacifistes, des membres de la CGT qui sont rattachés à l'armement, donc la chimie, tout ce qui va être fabrication d'obus par exemple. Et en fait on voit que le côté financier direct en fait impacte directement la production, parce qu'on avait des témoignages qui allaient dans le sens de, par exemple, Macron il disait on va doubler la production d'obus, on va doubler la production de missiles pour l'envoyer à l'Ukraine. C'était ça pendant un moment, ça tournait en boucle sur la radio, c'est ce qui nous vendait, les politiciens en tout cas, c'est ce que le camp macroniste nous vendait. Et en fait, en écoutant ces gens, donc ces syndiqués de cette industrie-là, on se rend compte qu'il y a des pénuries de matières premières. Donc ils ont, par exemple, des usines qui ne tournent pas, qui n'ont pas un carnet d'adresses qui est vide, pas parce qu'ils n'ont pas de commandes, enfin ils ont des commandes, donc leur carnet d'adresses doit être rempli, mais ils n'ont pas de matériaux pour produire, par exemple, la cuve des obus, qui est un acier transformé qu'on ne fait plus en France depuis une dizaine d'années, parce que tout a été déplacé dans les pays de l'Est, voire même plus loin en Chine et tout ça, et que du coup là en ce moment, comme les prix explosent, en fait ça revient trop cher de racheter les matériaux premiers, alors qu'on a le savoir-faire en France. C'est encore des rares usines qu'on a en France pour produire nous-mêmes les obus, donc ce que tu disais par rapport au fait d'avoir des beaux fusils mais pas de cartouches, en fait c'est totalement approprié
surtout dans le contexte actuel où il y a un problème aussi de les usines, la déportation des usines, en fait, qu'est-ce que ça entraîne sur le long terme? C'est ça en fait. On ne sait plus faire cet acier transformé en France, hein. Alors qu'avant, on avait des régions entières qui avaient une économie basée sur les fonderies, sur... Oui, il serait peut-être temps de relancer les hauts fourneaux, quoi. C'est ça, exactement. Et c'est très intéressant. Moi, par exemple, j'ai un groupe d'amis où on va chez des viticulteurs, on va directement chez ceux qui font de la vente à particulier, et du coup, ça nous permet d'acheter des cartons, et en fait, après, on s'échange les cartons, tu vois, dans notre cercle d'amis. On doit être 6 ou 7 à faire ça. Et c'est vrai que le discours qu'on a avec les viticulteurs, c'est pas du tout le même que celui que tu vas voir sur certains foires au vin et qui te disent qu'ils vont, eux ils te parlent que en litres de ce qui sortent, ils te parlent pas du produit, ils te parlent pas de comment c'est fait, machin. Je trouve qu'il y a vraiment un truc, alors peut-être que c'est ça la différence avec le paysan et que tu dis qu'il n'y a plus de paysans, mais pour moi les paysans c'est un peu ceux qui aiment ce qu'ils font et qui ont le goût de bien faire dans leur pratique, tu vois. Alors peut-être que je me trompe, hein, mais tu vois. Qu'est-ce que tu entends, toi, par ce terme de paysan, du coup? Peut-être que ce serait plus simple que toi, tu le définisses. Les paysans, par définition, les gens du pays vivent à une échelle locale. Donc en fait, un agriculteur qui a des vaches, il nourrit les vaches avec son foin, éventuellement ses céréales, mais pas du tourteau de soja qui a traversé la planète, ce qui est le cas dans la majorité des élevages, pour pousser la lactation, pour pousser l'engraissement. Donc ça, c'est sur l'élevage en général, hein, que ce soit la volaille, que ce soit le bœuf. On sait, on peut produire aussi pour engraisser nos bêtes. Il y a des fourrages qu'on peut faire pousser chez nous. Enfin, je veux dire, le maïs n'a plus rien à faire ici, par exemple. Il y a des plantes qui résistent à la sécheresse, qui peuvent très bien remplacer le maïs. Et il n'y a plus lieu de voir des champs de maïs ici. Donc en fait, du colza, il peut y en avoir un peu, mais pas en masse. Du maïs, il y a des endroits où ça peut s'y prêter, mais pas en masse comme on le produit. Irrigué en permanence. En fait, pour moi, ça, c'est pas de la paysannerie. Ok. Donc c'est quelqu'un aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'appuie plus sur le tissu local, du coup. Sur le tissu local, et puis qui sait faire avec les ressources qu'il a à disposition. L'eau, c'est pas sa ressource, c'est le bien commun. Donc en fait, aller puiser dans le réseau, ou puiser dans la Loire, ou dans des méga bassines qui sont financées en partie par les collectivités, ça c'est du vol. L'eau c'est un bien commun. Donc déjà, on n'a pas qu'il y ait quelques réserves pour les bêtes, bien entendu. Mais qu'on pille de cette manière-là pour des cultures. Pourquoi? En plus, le lait, on est en excédent pour l'envoyer en Chine. C'est complètement délirant, quoi. C'est les marchés, les lois du marché. C'est les lois du marché, voilà. Pour moi, ça, c'est pas de la paysannerie, c'est de l'agriculture. C'est un système industriel. L'année dernière, à cette période-là, à peu près, je ne sais pas si tu te souviens, on avait une énorme pénurie de moutarde. Toutes les moutardes Amora, moutarde de Dijon, tout ça, il n'y en avait plus. Et en fait, quand tu creuses un peu cette histoire, tu t'aperçois c'est parce qu'il y a eu une sécheresse sans précédent au Canada et que tout, alors je sais plus ce que c'est, les graines de moutarde, c'est produit, en fait c'est plus produit qu'au Canada. En fait, parce qu'avec l'accord de libre-échange et tout ça, ça coûte moins cher de tout importer de là-bas et de transformer en France. Donc en fait on a un savoir-faire parce que c'est quand même la moutarde de Dijon, c'est quand même la moutarde qui est censée être française de là-bas. Et en fait même la moutarde de Dijon qui est produite à Dijon provient plus de terres agricoles de la région de Dijon. Et même pas de France. Tout provient du Canada. Et quand il y a une pénurie au Canada, parce que c'est la mondialisation à cette limite-là, c'est que c'est un peu comme mettre tous les œufs dans le même panier. Si tu produis tout à un même endroit, parce que le climat est temporairement propice, on l'a vu, on le voit actuellement. Alors, peut-être que toi qui le vis dans les champs tous les jours depuis quelques années, tu le vois pas pareil, mais moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment une détérioration
des saisons. C'est-à-dire que les saisons, j'ai l'impression qu'elles commencent plus comme avant et qu'elles finissent soit très vite, soit elles mettent du temps. Alors, on a eu une forte période très pluvieuse, même pendant le début de l'été et tout ça. Moi, je suis pas de la région angevine après à la base, mais dans mes souvenirs d'enfance, je n'ai pas de souvenir d'été où c'est vraiment la pluie, sans cesse comme ça, quoi. Pour arriver sur une période là où qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que s'il y a un temps comme ça, est-ce que les réserves d'eau vont être quand même assez remplies? Ou est-ce que ça va poser problème si on se tape 2 mois de sécheresse comme ça? Est-ce que ça va impacter? Cette année, je pense que ça va passer, les nappes sont pleines, mais on est amené à avoir en gros à terme 2 saisons, une saison humide, une saison sèche, sans réel froid. Ce qui va nous poser problème aussi de ne plus avoir de grand froid l'hiver. Je t'invite à regarder un peu les documentaires sur Serge Jacasse, un agro-climatologue, qui a beaucoup fait parler de lui comme chasseur d'orage, et qui fait pas mal de projections sur l'agriculture dans les décennies à venir. Et il est vraiment très intéressant. Et du coup, lui il part clairement sur une saison très humide et une saison très sèche. Et ouais, on tend à ça, hein, je pense, ces dernières années, là, moi je suis dans les vignes depuis 2012, je dirais depuis 2015, oui, c'est ce qu'on voit de plus en plus, quoi, avec des hivers qui sont de moins en moins froids et puis de plus en plus humides. Et puis des étés où c'est une cagne comme aujourd'hui, quoi. Et de toute façon, à terme, les réserves d'eau, oui, pour cette année, si on part pour 3 mois comme ça va se tendre sur la fin, mais je pense que cette année, c'est pas encore trop un souci. Mais clairement, hein, enfin, je pense que dans les décennies, dans la décennie à venir, on va commencer à se tendre, hein. Dans le sud, ils ont des problèmes d'approvisionnement en eau. Il y a des pays dans le monde, en Australie, la situation se complique. En Chine, ça se complique. Eux, c'est parce que vraiment, il n'y a plus d'eau potable. Ils ont tellement tout salopé, ils ont encore de l'eau, mais elle est dégueulasse. En Afrique du Sud, c'est hyper compliqué, hein. Enfin, du coup, tout est privatisé. Au Mexique, les agriculteurs ont plus d'eau, hein. C'est pompé, tout le Rio Grande est pompé aux États-Unis avant. Enfin, on marche. La guerre de l'eau arrive. À moyen terme. Oui. Voire on est déjà dedans. Donc à l'échelle locale, ouais, ça va se tendre aussi, ouais, c'est clair. Est-ce que tu participes à des collectivisations de moyens? Alors, je définis ce que j'entends par là. Ouais. J'ai été visiter une cave récemment et on a visité les vignes. Et du coup, ils nous expliquaient qu'il y avait des hectares qui étaient pas pour une personne, mais il y avait plusieurs familles qui se partageaient des rangs et qui avaient ensemble acheté un système de chauffage. Enfin, c'est pas du chauffage, mais ils ont des trucs protection à gaz. antigel, ouais. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, ils sont une 17, je crois, sur le village. C'est Saint-Nicolas-de-Bourgueil, je sais pas si tu connais. Et ils parlaient de ça, ils parlaient qu'ils avaient des outils, des engins qui se partageaient entre eux. Est-ce que tu as des gens autour de toi qui sont aussi viticulteurs? Est-ce que vous arrivez à partager des outils ou toi, tu es vraiment une activité qui est centrée sur toi, ta vigne, je partage des outils. Je partage des outils avec des amis. Ouais. J'essaye de mutualiser. Enfin, il y a des outils qui servent pratiquement jamais. C'est plus intéressant de mutualiser. Tu vois, j'en reviens aux protections antigel. Bon, par exemple, quand on peut plus cultiver parce que le climat ne le permet plus, on cherche à se diversifier, quoi. Et c'est là qu'on sort de la paysannerie. Ouais. Ouais, c'est un peu cruel, mais en même temps, est-ce que sortir de la paysannerie... oui et non, parce qu'on a dit que la paysannerie, c'était plutôt s'appuyer sur un tissu local. Et des ressources locales. Ouais. Enfin, cramer du gaz qui vient d'Ukraine pour faire tourner des éoliennes antigel, on n'est plus dans la ressource locale. Faire venir un groupe électrogène de 200-300 kVA pour faire tourner des résistances sur des fils chauffants, on n'est plus vraiment là, parce que bon, je suis pas sûr qu'en plein hiver, nos centrales suffiraient à faire tourner si tout le monde se mettait à jouer à ce jeu-là, quoi. Très bien.
Et là, c'est plus des paysanneries. Effectivement. Là, on est d'accord. C'est bien que tu aies développé ton propos du coup.